Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, eh bien c'est tant mieux parce que nous allons entendre un joli parcours d'Alia, plein de force et d'espoir, on va dire ça comme ça. Elle s'appelle Rivka Shemla, elle est maman de 5 enfants, elle est aujourd'hui thérapeute, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bonjour Rivka. Bonjour Cathy. On est très contente de te recevoir. Merci beaucoup de me recevoir aussi. Mais non, avec plaisir. Donc ça fait déjà 16 ans que tu es en Israël. Et on va dérouler un peu le fil de cette arrivée, de cette histoire, parce qu'au début, franchement, toute jeune styliste que tu étais, tu avais plein de rêves, tu avais le rêve américain en tête, et Israël, c'était pas vraiment au programme. Exact. Alors comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoute, on venait de se marier. Tu habitais Paris à l'époque? Oui, on habitait Paris. Ouais. Moi, je suis marseillaise. À la base, oui. D'accord. Déjà, tu étais montée à Paris, mais ça ne suffisait pas, il fallait le rêve américain. C'est ça. On m'avait dit, écoute, au lieu de faire Marseille-New York, fais Marseille-Paris-New York. C'est par étapes, c'est plus logique. Et finalement, je me suis mariée et je suis jamais arrivée à New York. Et pour cause, quand on s'est mariés, j'ai dit à mon mari, écoute, ça serait bien de faire une étape aussi là-bas, un certain nombre d'années, peut-être pour essayer de se lancer. Tu voulais etc. faire quoi à New York? Styliste. Tu voulais quoi, créer une marque? Oui, on voulait créer un showroom. Moi, j'ai de la famille là-bas qui m'attendait, et donc c'était prévu. Et puis bien quadrillé. Ah oui, c'était tout. On avait préparé, on avait même été à l'ambassade. Enfin, on avait fait une belle recherche. Et puis les tours, elles sont tombées. Les tours, le World Trade Center, tu veux dire? Oui, en 2001, exact. Et là, mon mari qui voulait vraiment partir en Israël depuis le début, il m'a dit, écoute, j'ai dit oui. J'ai dit, Mechila, j'ai compris le message. Je crois que, voilà, donc c'est Israël, ça sera Israël. On ne voulait pas s'établir à Paris, c'était pas possible pour nous. Alors les tours, ça t'a fait un déclic? Et oui, ouais. Il fallait partir de Paris, il fallait commencer ailleurs, il fallait donner... voilà, c'était vraiment deux styles. À cause de ça, voilà. Il y a eu c'était le déclencheur. Ok. Ouais. Et sur la route du déclencheur, tu as rencontré Shalom Var. C'est-à-dire qu'on avait dit comme ça qu'on irait en Israël, quoi qu'il arrive, après New York. C'était une étape, New York. Et puis c'était une erreur de croire ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est là depuis 16 ans. Tu étais religieuse à l'époque ou pas du tout? Eh ben, on commençait à peine, on l'était pas du tout. Et puis, oui, après le mariage, on a commencé un peu à avancer. Et voilà. Donc Shalom Var sur la route. Alors Shalom Var, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est venu déjà plusieurs fois sur Kalita, il est assez connu. C'est le créateur de l'Alia de groupe, voilà, où il a amené de nombreuses familles en Israël dans différentes formules, souvent dans les Yishuvim. Alors, c'était le coup de foudre avec Shalom? Écoute, oui, parce que c'était pas du tout prévu. Au moment où on a voulu partir en Israël, on avait déjà tout organisé, on était prévu. Pour partir seul, donc. Oui, pour partir seul. Et puis, on a rencontré des amis à nous. Finalement... ils nous ont dit, venez essayer avec nous quelques Shabbats, vous allez voir, c'est très sympa. On a dit pourquoi pas. Et effectivement, on s'est rajouté à cette famille-là qui était en train de préparer ce départ-là. Son Alia en groupe, en fait, oui. Avec d'autres familles. Et oui. Vous êtes monté à combien de familles? Une trentaine, peut-être. Ouais. Et vous avez atterri où? À Kochav Yaakov. Donc un petit avec village. Avec toi, Cathy. Oui, on était dans le même avion, famille, voilà. Ouais. Donc un petit village dans le nord, on va dire, de Jérusalem. On a eu beaucoup de chance parce que finalement, ils ont construit les maisons pour nous. Ouais. Alors exact. Donc tu es arrivé. On a choisi sur plan. C'était incroyable ça. Ok. Donc ta maison était toute neuve. Et oui. Donc c'était magnifique. Et on avait choisi, ça veut dire, plusieurs familles sont arrivées. Alors on avait déjà les plans, on cherchait de Paris déjà, on avait ce rendez-vous, on regardait le grand plan, on disait moi ma maison elle sera là, et l'autre disait moi ma maison elle sera là, on va être en face. C'était sympa quoi. C'était entre les copains du séminaire, on choisissait les maisons. Ouais. Alors tu arrives à Kochav Yaakov. C'était un choc. On arrivait un peu pour les premiers. Pour la Parisienne rêvant de New York, on voudrait savoir. Exact.
C'était dire la vérité ici. Hein. Écoute, je suis arrivée avec une petite fille qui marchait pas. D'ailleurs, elle marchait pas encore. Et j'étais enceinte aussi. Donc, c'est vrai que là, c'est une vie qui change du tout au tout. Hein. On se retrouve un peu expatrié dans un yishuv un peu loin de tout. Et effectivement, en plus de tout ça, j'ai pas la langue, donc c'est pas évident. Il faut dire que c'est à 10 km de Jérusalem, que les routes à l'époque n'étaient pas encore tout à fait éclairées la nuit. Aussi, oui. Voilà, que il n'y avait pas toujours des bus. J'imagine que c'était un gros... En tout cas, on n'était pas au niveau des bus. Hein. C'était parce que là vraiment, c'était non. Moi, je l'ai pas trop bien vécu parce qu'on était un peu. Moi, j'étais paralysée. C'est-à-dire que j'avais plus l'indépendance que j'avais en France et voilà, n'ayant pas eu la langue, ça a été un peu difficile. Donc ça veut dire que d'un côté c'était sympa parce qu'il y avait des copains. C'est ça. Mais d'un autre côté c'était très dur. Les copains c'était super, mais eux ils partaient étudier à faire l'Ulpan et moi j'arrivais plus, le quart, je vomissais. Parce que tu étais enceinte. Et oui. Voilà. Donc tu n'as pas fait l'Ulpan. À part, j'étais un peu sur le banc de touche. Tu t'es sentie sur le banc de touche. T'as pas fait l'Ulpan donc. J'ai fait un mois, j'ai pas pu tenir. Ouais, j'ai pas pu tenir, c'était trop dur. Se lever très vite le matin, le quart pour aller, on allait à Ofra, je crois, étudier. Ouais. Et puis voilà, donc à un moment donné, j'étais un peu en rade. Donc en rade, tu t'es sentie seule ? Ouais, vachement. Quoi ? Pourquoi ? Écoute, mon mari est rentré super enchanté. C'est-à-dire que vous aviez une vie magnifique ensemble, hein. C'était beaucoup de rire. Et puis les devoirs aussi, il y avait beaucoup de devoirs. Donc, il faisait les devoirs sur la table du salon. Et voilà. Et donc là, j'étais en décalage complètement. C'était extraordinaire parce que c'était comme ça un peu une année sabbatique. Et en même temps, je me rappelle, Shalom Var, pendant les séminaires, il nous avait dit une chose. Il nous avait dit, alors certains vous se reconnaîtront, en tout cas, vous n'êtes pas seul à avoir ressenti ça. C'est-à-dire que une des épreuves de l'Alia, c'est se retrouver avec son mari jour et nuit, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu nouveau. Ouais. Donc on ne sait plus quelle est la place de l'un, de l'autre. On se retrouve comme des écoliers finalement, à ne pas travailler, à ne pas être dans l'activité. Mais ça a été alors, une année, ça se passe bien, il y en a. Ça a été, ceci dit, ça a été une année extra, parce que c'est une vraie découverte, ensemble aussi. Bon, nous on était jeunes mariés, donc c'était génial. Mais c'est vrai que bon, le fait d'être enceinte, et puis voilà, avec tout ce qui se rajoute. Et puis pas parler la langue, et puis voilà. Le plus dur, c'était ça. Tu t'es sentie en marge. Apparemment, tu l'as pas très bien vécu quand même. Voilà. Globalement, on va dire. Tu étais énervée, t'avais l'impression que tu étais frustrée de ne pas faire tout ce que tu avais envie de faire encore à ton âge. C'est ça. Non, en fait, le problème qu'on a, maintenant avec le recul, j'ai compris ça. C'est-à-dire que quand on arrive en Israël, on reste quand même avec sa tête française. Et on aime bien avoir le contrôle des choses. Et là, pour le coup, j'avais le contrôle de plus rien. Et là, ça a été la panique. Bon. Donc, c'est pas tellement Israël, c'est pas tellement l'Alia. C'est un tout qui a fait qu'à un moment donné, la vie, elle te dit stop. Voilà, arrête de prendre le contrôle des choses, arrête de croire que ça dépend de toi, etc. Donc, voilà. Alors, ça a été dur pendant combien de temps, l'Alia ? Ça a été difficile au début, pendant 4 ans, on va dire. 4 ans ? Ouais, les 4 premières années. Mais bon, je suis une dure à cuire. Hein. Ça peut être moins dur, moins longtemps. Ouais. Donc 4 ans, c'était quoi ? T'étais en lutte contre toi-même ? Ouais, j'acceptais pas tellement je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait, j'ai pas compris. Et puis certainement que j'avais aussi des dossiers que je traînais en moi. Donc j'étais un peu en bras de fer avec, je sais pas, je gérais pas la langue, les petits organes, l'accouchement, enfin plein de choses là où j'étais larguée. J'étais complètement larguée. Mm-hmm. Ouais. Alors, tu quittes Kocham Yaakov, bien sûr, tu vas t'installer à Netanya. Oui. Ouais. Pourquoi Netanya ? Pourquoi Netanya ? Parce qu'on avait une maison de famille là-bas, tout simplement. Ok. Voilà. Donc on a atterri là-bas. Ça devait être 3 mois, puis on est resté 2 ans ou 3 ans, je crois. Ouais. Et puis, tu habites toujours Netanya aujourd'hui. Et oui. Tu es resté, tu as pris racine dans cette ville. T'es bien aujourd'hui ? Écoute, une Marseillaise, Netanya, c'est pas mal. Hein. Ça va avec. Alors, tu as bien sûr, à cette époque-là, laissé tomber ton activité de stylisme. Oui. Tu as fait complètement autre chose. Je crois que tu as fait de la décoration florale. Exact. Voilà. Ouais. Plus. Je me suis découvert une passion pour les fleurs, la décoration. Enfin, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, même avant. Et puis là, tout d'un coup, en fait, j'ai compris que ici, c'est aussi le moment, quand on arrive de lâcher, et quand on lâche prise, on découvre qu'il peut y avoir plein d'autres choses aussi où on peut se reconnaître. Ouais.
Et donc, tu as fait ça pendant un moment. Ouais, pendant un moment, oui. Ouais. Belle fête. Des belles années. Des belles fêtes, on a décoré. Ouais. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Alors, pendant ce temps-là, quand tu prends racine à Netanya, tu t'intéresses aux autres et tu lances aussi une chaîne alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaîne alimentaire que tu as lancée ? Bah écoute, un jour, j'ai rencontré, par hasard, tu connais le hasard comme ça, et une rabbinite, une dame comme ça, qui m'a dit toi, ta mission dans ce monde, c'est ramasser de l'argent. Alors j'ai dit ah non, ça c'est trop dur, je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Elle me dit alors, si tu ramasses pas de l'argent, ramasse de la nourriture. T'es venu pour ça dans ce monde. Elle m'a dit aussi d'autres choses, mais enfin, c'était voilà. Donc elle était vraiment très. Elle m'a déclenché quelque chose. Je dis ok. Je me mets au boulot et de là. J'ai commencé à rassembler les copines et j'ai délégué, j'ai demandé à chacune d'acheter 5 paquets de farine, de pâtes. Chacune s'est sentie investie de cette mission chaque mois. Et moi, je passais et je récoltais tout ça. Et tu les déposais à des familles dans le besoin. Tu avais des listes. Comment tu faisais ? Je demandais à une association de me donner des familles. D'accord. Et donc, j'ai livré tous les Roche-Rodèche. Okay. Ouais, ça a duré un certain temps, très très longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je m'en occupe plus, mais pendant longtemps, je m'en suis occupée. Ouais. Et puis la vie fait que l'Alia, c'est des hauts, des bas. Ton mari, la situation professionnelle n'est pas mirobolante. La tienne aussi. Plus des complications venant de France. Ça va pas fort chez les Chemla. Non, à ce moment-là, ça va pas tellement fort. C'est-à-dire que... je ne pourrais pas, avec le recul, te dire exactement le déclencheur de ça, bien que une certaine accumulation a fait qu'à un moment donné, effectivement, ça a un peu explosé, quoi. Et la situation financière était catastrophique. Écoute, à un moment donné, il y a eu un redressement fiscal en France. En fait, il y a eu une erreur fiscale. Et puis, ils nous ont demandé de l'argent. Et à ce moment-là, on n'en avait pas. Et du coup, on s'est retrouvés finalement endettés. Alors que c'était une galgale, c'est un enchaînement. Un enchaînement, c'est ça. Et c'était pas avec erreur. Après, ils nous ont un peu remboursés. Enfin, il y a eu tout un truc. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout bienvenu. Et jusqu'à ce que je décode aussi, c'était quoi exactement tout ça, les impôts, enfin voilà, plein de choses. Mais donc, une situation quand même angoissante, à un point d'être angoissée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là... C'est pas qu'on est intrusif quand on parle de ces choses-là, mais c'est important de se dire que parfois, il y a des phases dans la LIA qui nous dépassent, des situations dans lesquelles on pense qu'on n'arrivera jamais, et pourtant, on n'est pas seul. La preuve, Rivka, c'est tout à ton honneur de venir témoigner. Oui, c'est ça. Y en a d'autres. Et on se cache parce qu'on a honte, forcément. C'est ça. Donc là, vraiment, le but de mon témoignage sur l'ALIA, c'est vraiment de vous dire à tous et à toutes de tenir le coup. C'est une expérience, pas une épreuve, bien que le mot soit le même en hébreu, nisayon. C'est une expérience de vie qui va nous donner la possibilité de sortir aussi le meilleur. Alors, à cette époque-là, pour qu'on comprenne bien, c'était quoi ? Tu n'avais pas à manger dans ton frigidaire ? Écoute, à un moment donné, donc j'étais à la base très fière de participer à cette chaîne alimentaire que j'avais vraiment... c'est-à-dire, c'est comme si Dieu il me donnait l'occasion de faire quelque chose de grand, enfin, de bien, de nouveau, dans ma vie, complètement indépendant, enfin, je veux dire, désintéressée d'argent, désintéressée de tout, finalement. Et puis, à ce moment-là, voilà, on touche le fond financièrement. Et là, je vais me compter parmi les familles nécessiteuses. Et avec honte, et en me sentant extrêmement humiliée, je vais moi aussi prendre un peu de pâtes, moi aussi prendre un peu de sucre. Et voilà, jusqu'à ce que... Ça a duré longtemps ? Non, ça n'a pas duré longtemps parce que je suis tombée malade. Donc, ça n'a pas eu le temps de durer trop longtemps. Donc, tu es tombée malade, tu es tombée très malade. Eh bien oui, Ouais, tu as eu un truc en plus très grave et très soudain. Ah oui, c'était comme ça un microbe. On a tous les microbes à l'intérieur de nous, évidemment, mais dès l'instant où il va y avoir un désordre un peu émotionnel, alors il se peut qu'un microbe dans un bon environnement à l'intérieur de nous, il soit pas dangereux, mais quand il va changer de son environnement, oui, là, il va attaquer. Donc, il va avoir un staphylocoque doré. Oui.
C'était quoi les symptômes? Enfin, qu'est-ce qui t'arrivait, quoi? Écoute, en quelques heures, ma vie, elle bascule. Et puis, je me retrouve à l'hôpital. Et là, il y a tout qui s'écroule. Enfin, je veux dire, mon mari... En plus, vous étiez dans une situation financière catastrophique, plus sa femme à l'hôpital, on imagine. Voilà, c'est ça. Le topo. Exact. Donc là, oui, toutes les copines en panique, tout le monde en panique. Et puis, le médecin va donner une feuille à mon mari à signer pour... en lui disant que peut-être ils vont me sauver le bras, auquel cas... Parce que tu avais un microbe dans le bras. Oui, c'est déclenché dans le bras. Et puis l'infection s'est propagée très très vite. Il n'y avait que quelques heures devant nous. Et puis à ce moment-là, ils ont dit à mon mari, on va essayer de sauver sa vie, mais le bras, ça m'étonnerait. Donc ils avaient l'intention de m'enlever le bras, mais ils n'étaient pas sûrs que ça servait à grand-chose. Ils pensaient que tu allais y rester. Oui, ils ne pensaient pas du tout que j'allais m'en sortir. Alors finalement, le ciel en a voulu autrement, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Après un état un peu compliqué, comateux, soins intensifs, 7 opérations, tu restes 1 mois à l'hôpital, tu te fais opérer, on t'opère 7 fois le bras en fait. Oui. Tu t'en sors. C'est-à-dire que oui, ils vont faire tout ce qu'il faut pour gratter ce microbe. Alors tu t'en sors. Et puis avec mon bras, je m'en sors avec mon bras. Avec ton bras, on t'a pas amputé. Et non. Donc comment se sent Rivka, qui était pleine de colère, de ressentiment, de sensation de ne pas être à sa place, de ne pas être intégrée, de ne pas avoir la reconnaissance qu'elle doit avoir. On se sent comment après une épreuve pareille, quand on se réveille? Reconnaissante. Très, très reconnaissante. Ça veut dire que, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être pas, mais j'ai eu chaud. Je pense que oui, ça a été... ce que tu réalises à ce moment-là, c'est waouh, ça aurait pu ne pas s'arranger, quoi. Donc là, c'est vrai que tu regardes les enfants autrement, tu regardes ton mari autrement, et puis surtout, tu te retrouves incroyablement surpris de la mobilisation, de l'union qui s'est créée à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que dans les prières, elles ont été, les amis, les gens, même les inconnus ont été incroyables. C'était au tout début des SMS où on n'avait pas encore les iPhones et les smartphones, etc. Donc c'était au tout début et c'était faut prier pour notre Rivka, une maman de 3 enfants. Et puis ça a été très très loin et tout le monde c'était toi Rivka, c'était toi Rivka. C'est-à-dire que ça allait loin, quoi. Très très longtemps après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit et qui se sont dit, tu sais Rivka, pour qui tu as prié, c'était elle. Et puis il y a eu énormément de choses. Ça veut dire que tu sais, j'ai fait mon premier Tehillim, c'était pour toi. Et j'ai eu des livres qui ont été écrits où ils sont. Tu étais pratiquante à l'époque ou pas? Oui, déjà, oui, un petit peu plus. Oui. Un petit peu, ouais. Oui, Shabbat. Alors, à la suite de ça, on te dit, il faut que tu fasses une Seudat Hodaya pour remercier d'avoir été sauvé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce de repas en remerciement à Dieu d'être en vie, voilà, tout simplement. Et tu es toujours au fond du trou financièrement à cette époque. Ah oui, à ce moment-là... tout le monde me dit, Rivka, il faut arrêter. Les gens, ils appellent trop, ils veulent savoir comment ça va. Est-ce que ça s'est arrangé? Il faut qu'absolument tu fasses une Seudat Hodaya. J'ai dit, oui, mais comment je fais? Je peux pas organiser. Et t'inquiète pas. Donc je retrouvais l'ambiance du Yishuv qui me manquait, et tout le monde s'est mis à faire des plats, etc. Donc ça a été. Donc on t'a organisé ta Seudat Hodaya, on va dire. C'était dans une grande synagogue bien connue à Netanya. Oui, à Vat Shalom. Voilà. Et tu arrives là-bas et tu trouves un monde fou, incroyable. Tu savais même pas ce qui t'attendait, quoi. Il y avait environ peut-être plus de 150 personnes. C'était tout le monde voulait mettre un visage sur qui ils avaient prié, les amis aussi, des amis. Enfin, le Rav Sitruk Yaakov, il était là aussi. Il y a eu. Il est venu seul, quoi. C'est pas toi qui l'a fait venir. Non. Tout le monde est venu seul. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu décides ce jour-là? Parce que tu es très bouleversée, on va dire. Oui. À ce moment-là, je dis l'endroit où finalement tout vient de se produire, là, toute cette sortie d'Égypte, puisqu'on est en train de traverser la mer Rouge dans la paracha. C'est-à-dire, donc là, c'est à cet endroit-là que je remercierai Dieu tous les 15 jours et j'organiserai un Yom Limoud.
voilà, pour étudier et pour permettre aussi aux autres d'étudier. Et tu as créé l'école des femmes. Et j'ai créé l'école des femmes. Ok. Ça existe toujours, l'école des femmes? Ça fait combien de temps maintenant? 10 ans. Donc toute cette histoire, ça a 10 ans. Ça a 10 ans. D'accord. Donc tous les 15 jours, vous vous réunissez, vous avez des thèmes, des cours. Il y a beaucoup de femmes qui viennent? Écoute, il y avait beaucoup plus de femmes avant. Pourquoi? Parce que peut-être il s'est créé aussi depuis beaucoup de cours. Il n'y avait pas toute cette folie d'envie d'étudier, etc. Donc c'est vrai que les 5-6 premières années, c'était vraiment à 100... C'était fréquenté par environ 100 femmes le matin. C'était incroyable. Et puis très vite, les rabbinim qui venaient ont été sollicités et ont été invités un peu à droite à gauche. Donc c'est vrai que les femmes aujourd'hui préfèrent peut-être étudier plus le soir que le matin. Et c'est pas grave, je tiens bon. Je continue. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des femmes. Il y a combien de femmes à peu près qui viennent? Alors, ça peut aller de quoi à quoi? Ouais. Donc là, ça varie en fonction des intervenants. On tourne environ à 50, 60 femmes. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça va bien. Oui, c'est bien. Donc c'est une matinée d'études pour le plaisir. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé en toi, tout ça? Et qu'est-ce que ça a fait? Vers quoi ça t'a amené? Oui. Écoute, moi déjà, avec toutes ces 10 ans d'études, au Hachem, avec tous ces intervenants passionnants et tous ces thèmes qu'on a abordés depuis, m'ont fait grandir, m'ont fait mûrir forcément. Et puis, juste un peu avant de tomber malade, j'ai fait une très belle rencontre, celle avec le Rabbi Lubavitch et la communauté Chabad. Et là, c'est vrai que j'ai une vision des choses beaucoup plus profonde maintenant, depuis, qui m'a permise d'être un peu plus dans l'analyse, dans la compréhension, dans le détachement, avec un peu plus de maturité. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai beaucoup étudié depuis, en plus de tout ça, pour comprendre. Pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, pour essayer d'être plus reconnaissante aussi, puisque forcément, cette reconnaissance, elle m'a apporté aussi beaucoup plus de joie. Et cette joie, elle m'a entraînée vers des gens extraordinaires que j'ai rencontrés, qui m'ont aussi beaucoup appris. Voilà, donc après, c'est boule de neige, mais dans le bien. Alors aujourd'hui, tu es thérapeute, comme on dit, tu es conseillère thérapeutique, comme on dit, voilà. Tu as étudié avec une femme qui s'appelle Rachel Semar, pendant 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Tu as voulu capitaliser sur ton expérience, tu as voulu partager, plutôt c'est peut-être plus juste, ton expérience avec d'autres et aider d'autres gens? Oui. Écoute, tu sais, là, moi, c'est un témoignage, j'espère, qui va donner beaucoup de courage et d'espoir autour de nous, pour déjà encourager tout le monde à faire le pas de faire cette alia, parce que forcément, l'alia, c'est une alia en soi aussi. C'est sans regret aujourd'hui? Oh non, ça n'a jamais été... J'ai jamais eu le moindre regret. Jamais. Même pendant les épreuves, jamais eu le moindre regret. Okay. À refaire, je refais presque tout. Mais je refais. Ok. C'est évident. Donc, tu as eu envie de transmettre, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avant ces 2 dernières années-là, j'ai étudié les enseignements du Rav Ginsburg, donnés par le Rav Arad, qui m'ont été transmis par une très, très bonne amie à moi, qui s'appelle Danielle Pougatch, que je cite, que je remercie. Et c'est vrai que, voilà, donc, tout cet apprentissage et cette découverte, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a... Là, on touche à des dimensions au niveau du Tanya, au niveau de l'Admour Hazaken, du Baal Shem Tov, de toute la transmission qui s'est faite depuis les profondeurs de la Torah et qui vont forcément me faire découvrir quelqu'un en moi que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est vrai qu'après tout ça, tu te dis c'est pas possible, je peux pas le garder pour moi, qu'est-ce que je vais en faire? Mais jusque-là, c'est pas vraiment une question que je me pose. Et puis ces 2 dernières années avec Rachel Semar, ça a été réellement de prendre toutes ces compréhensions qui étaient au niveau de la théorie, de les mettre réellement dans la pratique, où j'ai fait des stages, où j'ai reçu des patients, etc. Et là, oui, et puis tu as surtout suivi cette formation qui t'a donné un diplôme d'État, un diplôme reconnu par le ministère d'Abriout de thérapeute, en conseillère thérapeutique, c'est plus juste. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je reçois. Écoute, je reçois pour... Tu t'es installée, ça veut dire? Je me suis installée. En tant que conseillère thérapeutique? Oui. Ok. Oui. Mon cabinet, il est donc à l'hôtel Blue Weiss à Natania. Donc, un très beau cabinet devant la mer,
très agréable. Et puis, donc, c'est un endroit qui est très, très propice à se laisser aller et puis à essayer de faire un point. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'occasion d'être écouté. Je dois dire que là, c'est presque une des rares fois où je parle moi. C'est la bonne adresse. Je vais revenir, j'ai besoin. Écoutez-moi. Okay. Non, c'est-à-dire que voilà. Donc en fait, c'est très rare d'avoir quelqu'un, une oreille comme ça, qui nous écoute et qui nous permet de nous entendre aussi dire les choses, qui s'intéresse tellement à essayer de nous aider à découvrir des blocages qui sont en nous, etc., qui nous embêtent, qui nous gênent. Hein. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai été dans une période difficile, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas attendre d'en arriver à des périodes trop difficiles. Il faut essayer de faire ça rapidement en prévention. Donc, tu veux aider aujourd'hui d'autres femmes, d'autres hommes ou que des femmes? Alors, je reçois... les patients que j'ai, c'est des couples. Hein. C'est-à-dire les hommes que je reçois, c'est dans le cadre d'un travail de couple. Donc, je reçois l'homme, je reçois la femme. Je fais aussi un travail en ligne, donc j'ai des patients un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça, c'est que tu fais plein de choses. Donc, tu consultes en ligne, tu as créé une méthode qui s'appelle, on va résumer parce que c'est compliqué, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Une méthode qui s'appelle Pense bien. Tu aides aussi les femmes à retrouver leur ligne. Oui. Voilà, Écoute, j'ai fait un peu mon milkshake sur quelques techniques d'amincissement. Mais ce qui est sympa, c'est que tu as tout testé sur toi. Tout ce que tu transmets, tu l'as fait sur toi. C'est-à-dire qu'avant de me lancer, oui, effectivement, j'ai dû l'expérimenter. Donc, j'ai expérimenté des recettes. Hein, toutes les recettes que j'ai aujourd'hui, c'est celles que j'ai faites. J'ai des petites techniques comme ça que j'ai prises à droite à gauche. Je me suis inspirée moi-même et j'ai perdu 20 kilos. Donc, j'ai dit, bon, là, il y a un truc. Et et puis surtout, la TMD que j'ai créée, qui est la thérapie minceur, c'est-à-dire qu'on a donc une partie du protocole technique de ce qu'on doit manger, etc. Mais il y a l'accompagnement thérapeutique aussi, qui est d'essayer de désamorcer les émotions qui nous ont amenés à ce surpoids. Qui s'embrouillent, on va dire. Oui, bon. Et dans tous les domaines, hein, pas que dans l'amincissement. Alors, ce qui est sympa, c'est que Rivka, elle voit toujours les choses en grand. C'est comme quand elle voulait partir à New York, c'est exactement pareil. Elle veut aujourd'hui, c'est ce que tu veux faire, former des gens à cette méthode et pourquoi pas des Olim Kardashian qui cherchent peut-être du boulot et même peut-être il y a des gens comme ça qui ont une sensibilité à aider les autres. Donc tu recrutes. Et oui, je recrute. Écoute, on est dans une période hein, il y a un climat comme ça autour de nous, dans notre génération, où on voit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, mais on a du mal à identifier ou de s'identifier à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on vit, aussi bien à l'éducation des enfants, qui sont des enfants particulièrement éveillés. C'était pas le cas pour nous dans les générations précédentes. Et donc, du coup, on n'a pas les outils. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de transmettre vraiment des outils. Là, j'ai vraiment étudié beaucoup de techniques qui font que, voilà, donc je vais essayer de former. Alors, si ça vous intéresse, si cette méthode qui s'appelle Pense bien, il y a même un site internet, pensebien.com, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Juste pour te donner un petit coup de pouce, premier atelier à l'hôtel West Lagoon. Oui. C'est le 25 février 2018, où là, tu feras une espèce de journée porte ouverte, découverte, pour ceux... formation aussi, atelier, formation. Et toutes les patientes qui pourront être là, parce que de nombreuses sont à l'étranger, toutes les patientes qui seront là pourront venir aussi témoigner. Elles vont être là pour témoigner de tout le travail qu'on fait depuis 2 ans, ou pour certaines, un peu moins pour d'autres, sur les effets positifs dans leur vie, aussi bien, vous savez, c'est collatéral. Ah bah bien sûr, quand ça va bien dans un domaine, tout va bien. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est ça. Donc il n'y a pas besoin de... Voilà, donc les blocages comme les phobies, je traite les phobies, j'accompagne aussi les personnes en deuil dans cette période-là où on ne peut pas s'en sortir seul, réellement, sinon ça traîne, c'est dommage. Vraiment, tous les couples, les enfants, j'ai même une petite patiente de 5 ans. C'est vrai ? Ouais. Les adolescentes aussi, j'ai beaucoup d'adolescentes. Ça fait bizarre quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on voit le chemin parcouru et puis ce qu'on fait aujourd'hui. Alors qu'on était... J'ai plusieurs vies. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que toute cette
cet accomplissement-là, je le dois pas à moi, je le dois vraiment à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'il y a quelque chose, il y a un projet, et à partir du moment où j'ai été réceptive, alors les choses, elles ont commencé à se détendre, à s'ouvrir. Et je crois que chacun, on est unique, et chacun doit dévoiler son chidouche, doit dévoiler sa particularité. Bon. Ce que tu fais très bien d'ailleurs. Écoute, on est content de t'avoir reçu. Merci beaucoup. On est content pour toi de savoir d'abord que tu es bien vivant, que tu t'en es sorti, que ça va beaucoup mieux. Et bravo d'avoir témoigné. Merci à toi de m'avoir permis. Et bon courage dans cette nouvelle direction. Une aventure, oui. Voilà, une aventure humaine, riche et intéressante, j'imagine. Oui. Je remercie toutes les personnes qui sont là autour de moi, qui me soutiennent, et puis surtout que je vois réussir. Ça, c'est le plus grand nachat roar qu'on peut ressentir. C'est un beau cadeau dans les autres réussir. C'est le plus beau cadeau. Okay. Mamash. Bon, eh bien, Rivka, merci. Merci, Cathy. À très bientôt et bon courage pour tout. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.